Bienvenue, vidéo de réparation cette fois au sujet de ce matériel-là. Alors, il s'agit d'un vieux variateur de fréquence qui date d'à peu près 1995, je pense. Alors, je l'ai récupéré, testé, et puis bien évidemment, il ne marche pas. Je vais d'abord très brièvement expliquer ce que c'est, à quoi ça sert pour les personnes qui n'en ont aucune idée. Ensuite, on s'intéressera à la panne. Je tenais à préciser que, en fin de compte, il s'est avéré que c'était une panne un petit peu bébête qu'il y avait là-dedans. C'est-à-dire qu'il s'agissait de l'équivalent de fils sectionnés, d'accord? Mais deux choses. La première, c'est que pendant mon diagnostic, ma recherche de panne, je n'ai pas compris tout de suite que c'était un problème de fil coupé finalement. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps pendant ma recherche. Je suis même allé dans des directions de recherche totalement différentes, puisque pendant une recherche, on explore plusieurs pistes. Ces pistes-là, je vais en parler, simplement pour expliquer la démarche de recherche technique, puisque évidemment, elles n'ont rien donné. Et puis ensuite, on verra la réparation en elle-même, et on verra que ça va pas être très facile de réparer ça, pas tellement d'un point de vue électrique, mais plutôt d'un point de vue mécanique. Voilà, et comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description de vidéo des raccourcis. Alors, disons d'abord ce que c'est qu'un variateur de fréquence. Eh bien, c'est un certain type de variateur de vitesse pour moteur électrique. Ça sert à faire varier la vitesse des moteurs asynchrones triphasés. C'est en fait un appareil qui est capable de reproduire en sortie un réseau électrique triphasé, sauf que contrairement au réseau d'EDF qui lui est fixé en tension et fixé en fréquence, justement comme ça s'appelle variateur de fréquence, ça reproduit un réseau triphasé à fréquence variable et à tension variable. On y raccorde en sortie donc de ce variateur un moteur asynchrone et ça permet de faire varier la vitesse à volonté de ce type de moteur là. Donc on peut faire des accélérations très progressives, des démarrages très progressifs et faire varier la vitesse autant qu'on veut très facilement avec ce genre de choses là. Alors que si un moteur asynchrone est raccordé directement sur les réseaux électriques fixés à 50 Hz, il tourne à vitesse quasi fixe. Enfin, il y a des moyens pour faire varier la vitesse, mais disons que c'est plus des complications qu'autre chose par rapport à l'usage d'un appareil de ce style. Donc ce variateur est en ce moment même sous tension, on peut entendre les ventilateurs qui tournent. On a ici un voyant défaut qui s'allume, mais c'est pas un problème, c'est simplement parce que je ne l'alimente pas avec la bonne tension, mais c'est pas un problème pour les quelques essais qu'on va faire là. J'en reparlerai à la fin. Le vrai souci, c'est au niveau de l'affichage LCD graphique que nous avons là. En le regardant de près, on s'aperçoit rapidement que c'est pas cohérent. Il y a un problème de ligne qui ne s'affiche plus, et donc on ne peut plus comprendre, déchiffrer les messages qui nous affichent. Et si on ne peut pas comprendre ce que l'écran raconte, on ne peut tout simplement pas entrer avec les boutons de commande qu'on a ici dans les menus de configuration afin de paramétrer le variateur. Et si ce truc-là est plus paramétrable, eh ben, ça le rend tout bêtement inutilisable. Donc en fin de compte, on ne peut même pas savoir si le variateur en lui-même fonctionne. Pour l'instant, on a un problème qui semble concentré sur ce petit boîtier qui se débroche, qui est appelé le terminal de programmation. On va devoir l'ouvrir et faire des essais et des mesures pendant que c'est sous tension, et ça demande quand même quelques précautions au niveau sécurité. Alors le variateur de fréquence, c'est un appareil très particulier, il est alimenté par le secteur, donc évidemment le secteur se balade dedans. Mais là où c'est traître quelque part, c'est que à l'intérieur, on va trouver une alimentation et découpage qui convertit le secteur en plusieurs très basses tensions continues, 5 volts, 15 volts, 24 volts par exemple. Et alors, la particularité, c'est qu'il y a des sorties de cette alim qui sont totalement isolées, voire même isolées de la masse métallique reliée à la terre du variateur. Alors celle-ci, elle ne pose pas tellement de contraintes particulières. Et à l'inverse, il y a des sorties de cette alimentation découpage qui ont des points de raccordement en commun avec plus ou moins le secteur, alors que ce sont des sorties en apparence très basse tension. Le variateur a besoin de cette configuration-là pour fonctionner. Alors on peut donner un exemple très concret de ce cas de figure-là. L'étage de sortie d'un variateur de fréquence typiquement, c'est un onduleur triphasé avec 6 transistors IGBT. Et alors le variateur, bien sûr, a besoin de commander ces 6 transistors avec des séquences d'impulsion très précises. Et pour commander ces transistors, il faut leur envoyer en ordre de grandeur des créneaux 0,15 volts entre l'émetteur des IGBT et la grille des IGBT. Sauf que ces impulsions de 15 volts, si on regarde par exemple les IGBT qui sont en bas, ces impulsions de 15 volts sont référencées par rapport à l'émetteur. L'émetteur, dans le cas de ceux du bas, il est branché sur ce qu'on appelle le moins du bus continu du variateur. Ce moins-là, il est raccordé aussi au redresseur triphasé, qui lui-même est raccordé au secteur. Et donc à ce moment-là, évidemment, même si en apparence c'est des impulsions de 15 volts inoffensives, on ne peut pas du tout aller mettre les doigts à cet endroit-là sans faire attention. Et on ne peut pas non plus aller brancher un oscilloscope sans réfléchir pour aller essayer d'observer ces impulsions de commande.
Et tout ça pour dire qu'avant d'aller mettre les mains dans cette console sous tension pour y faire des essais, je me suis assuré qu'elle était alimentée par une des sorties de cette alimentation découpage totalement isolée. Bien, donc les mises en garde de sécurité ayant été faites, on va pouvoir démonter ce boîtier et essayer de comprendre le problème. Alors le voici ouvert, on peut apercevoir dès maintenant les composants un petit peu qu'il y a à l'intérieur. J'ai intérêt à le réparer puisque figurez-vous que le prix de vente minimum que j'ai vu pour ceci, c'est 220 € hors taxe. Or, quand on observe un peu les composants qu'il y a à l'intérieur, bon, il n'y a rien d'exotique, bon, ça ne vaut clairement pas du tout 220 € hors taxe. Donc on va essayer de comprendre le problème. Si on commence par regarder le défaut d'un peu plus près, on s'aperçoit ici qu'il y a des bases de lettres cohérentes qui se forment, et ça donne de l'espoir puisque ça veut dire que le microcontrôleur qui génère les chaînes de caractères à afficher, qui est celui-ci, n'est pas mort. Donc à partir de là, on peut penser qu'il n'y a pas eu de surtension violente ou de gros claquages lourds de composants qui auraient endommagé énormément de choses. On peut se dire qu'on a des chances de réussite. Et quand on regarde encore d'un peu plus près le défaut, en fait, on reconnaît ici, en bas, la base des lettres Under. Under, pourquoi? Puisque j'alimente pas le variateur avec la bonne tension, donc on avait déjà le voyant de défaut qui s'était allumé, et l'écran cherche à préciser Under voltage. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir que c'est un afficheur LCD graphique. Donc un affichage LCD graphique, c'est une espèce de matrice où il y a plein de pixels, ça forme une espèce de quadrillage. Et il y a, pour piloter cette dalle LCD, il y a des signaux qui arrivent au niveau des colonnes, verticalement si on peut dire, et il y a d'autres signaux qui arrivent au niveau des lignes. Et en gros, quand il y a un signal qui arrive sur une ligne et sur une colonne, et que ça se croise, eh bien ça fait un pixel qui réagit, qui noircit. En regardant notre défaut d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bases de lettres qui se forment, ce qui laisse penser que les signaux de pilotage des colonnes, eux, arrivent parfaitement dans l'écran. Mais par contre, on ne voit pas le haut des lettres, ce qui, moi, me laisse penser qu'on a un problème de pilotage de ligne. Alors, comment sont amenés les signaux maintenant? Eh bien, donc, après avoir démonté le carter, on peut apercevoir ici, là, en haut de l'écran, et aussi en bas, deux connecteurs souples qu'on appelle des connecteurs élastomères, comprimés entre la dalle de l'écran et le circuit imprimé. Donc d'après ce qu'on voit en transparence à travers le verre de l'écran, on devine que ces deux connecteurs-là servent à amener les signaux de type colonne, et d'ailleurs ils sont en parfait état en apparence. Et nous avons sur le côté ici une nappe en plus. Et pareil, en transparence, et même d'après sa position perpendiculaire, on devine qu'elle sert à amener les signaux de type ligne dans l'écran. Alors évidemment, comme j'ai un problème de ligne manifestement, je me suis tout de suite dit que c'était sûrement cette nappe-là qui avait un problème. Et ce que j'ai fait donc, pour essayer de mettre en évidence le défaut, dans un premier temps, c'est que j'ai pris un outil qui est ni tranchant ni pointu évidemment, et j'ai essayé de faire des contraintes mécaniques sur cette nappe pour voir si à un moment donné ça faisait réapparaître des lignes de pixels qui ne s'affichaient plus, ce qui aurait mis en évidence le défaut. Alors les contraintes que j'ai faites n'ont rien donné, ça n'a pas fait réafficher de lignes dans un premier temps, ce qui m'a laissé penser que cette nappe n'avait pas de problème, puisque en plus en apparence elle a l'air bien collée, que ce soit du côté circuit imprimé ou du côté écran, donc il n'y a pas de signe extérieur. Donc j'ai pensé qu'elle allait bien. Le souci en plus, c'est que c'est complètement fermé cette nappe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller mettre un ohmmètre entre la soixantaine de lignes qu'il y a pour vérifier s'il y a bien continuité, et on ne peut pas non plus aller mettre un oscilloscope côté écran LCD pour voir s'il y a bien des signaux qui arrivent sur la dalle. Donc finalement on est un petit peu en aveugle, et comme mes contraintes n'ont rien donné sur la nappe, j'ai été amené à penser dans un premier temps que le problème était ailleurs, et à cause de ça, je suis parti faire des recherches dans d'autres directions différentes, et c'est ce que je vais expliquer maintenant, même si ça n'a évidemment donné aucun résultat. Je me suis donc intéressé à toute la circuiterie qu'il pouvait y avoir sur cette carte pour essayer de trouver un défaut. Alors il faut d'abord remarquer que c'est un affichage graphique LCD à l'ancienne, entre guillemets, c'est-à-dire que contrairement au module LCD graphique de maintenant, où vous avez tout qui est intégré dans un module LCD, vous avez le panneau LCD bien sûr, vous avez des drivers de lignes, de colonnes, de la mémoire, et pourquoi pas un générateur de caractères. Là c'est le même principe, sauf que c'est à l'ancienne et que tout est séparé. Vous avez le panneau LCD qui est tout seul, il est nu, sans électronique, et derrière, donc sur l'appareil lui-même, les concepteurs de la console entière ont dû ajouter eux-mêmes le nécessaire pour que l'écran fonctionne, et je me suis donc intéressé à cette circuiterie pour voir s'il n'avait pas un problème.
Le premier composant sur lequel je me suis penché, c'est celui-ci, c'est le T6A40. Donc on arrive à accéder à sa documentation qui nous apprend que c'est un driver de ligne. C'est en fait un circuit qui a 64 sorties reliées par l'intermédiaire de cette nappe justement au panneau LCD. Il reçoit des signaux d'un précédent circuit qui est là, qu'on verra tout à l'heure. On va employer un terme généraliste, on va dire qu'il les décode et qu'il vient piloter directement les lignes du panneau LCD. Je me suis dit, peut-être que lui, il a des problèmes, peut-être qu'il a des sorties qui sont grillées, qui expliquent qu'on a des lignes qui ne s'affichent pas. Donc pour essayer de mettre en évidence ce défaut, j'ai tout simplement pris mon oscilloscope et j'ai été sonder la soixantaine de sorties de ce circuit pour voir s'il n'y en avait pas une qui restait bizarre, enfin plusieurs même. Et donc à chaque fois, je suis tombé sur un signal variable qui atteignait toujours le même maximum dans le positif et toujours le même plancher bas dans le négatif. Et même si je ne savais pas quelle forme de courbe attendre, bon, il n'y avait aucun signal qui restait continu ou à 0 volts, ce qui laissait penser quand même que ce driver était parfaitement vivant. Alors après, nous avons deux circuits intégrés de référence T6A39, assez similaires au T6A40, sauf que eux, ce sont des drivers de colonnes. Bon, alors comme a priori, j'ai pas de problème de pilotage au niveau des colonnes, je me suis pas plus intéressé que ça à eux. Ensuite, ici, nous avons un circuit qui est le T6963C. Alors lui, c'est un espèce d'intermédiaire. Il est raccordé entre le microcontrôleur principal ici qui génère les signaux à afficher et les drivers de lignes et colonnes qu'on vient de voir. Donc comme bien sûr il participe au pilotage des lignes et des colonnes, et que les colonnes marchent bien, je n'ai pas pensé un seul instant qu'il pouvait y avoir un problème au niveau de ces circuits-là. En revanche, ce circuit-là est raccordé juste à côté à une mémoire RAM qui, à mon sens, a pour rôle de mémoriser les pixels qu'il faut maintenir affichés sur l'écran. Et je me suis dit que peut-être on avait un problème avec ça. J'ai eu une hypothèse un petit peu farfelue. Je me suis dit peut-être que la RAM a des cases de mémoire à moitié claquées et que certaines cases sont devenues incapable de mémoriser des données et que ça pouvait expliquer le fait que des pixels ne s'allument plus. Donc pour essayer de mettre ce défaut en évidence, j'ai décidé de changer la RAM. Alors comme j'étais quand même pas du tout sûr de mon coup, j'ai pas voulu racheter la même pièce, ça me paraissait pas très malin. J'ai préféré aller fouiller dans mes stocks de récupération pour trouver une RAM compatible. Alors pas forcément compatible broche à broche, mais surtout compatible au niveau vitesse de lecture-écriture, broche de contrôle pour pouvoir la piloter, et niveau de tension bien sûr, et évidemment au niveau place disponible. Alors j'ai fait un changement de RAM, j'ai raccordé une nouvelle RAM de manière provisoire avec des fils en l'air, et ça n'a absolument rien changé. Ensuite, j'ai appris, ou plutôt je me suis remémoré que pour le fonctionnement des affichages LCD, il y avait nécessité d'avoir quelque part une tension négative. Alors comme il n'y a que 5 volts continus qui rentrent au niveau de l'alimentation de ce truc-là, il fallait bien que le négatif provienne de quelque part. Et en fait, j'ai repéré sur cette carte un petit groupe de composants isolés, avec notamment deux selfs, qui servent à constituer un petit convertisseur de tension DC-DC pour obtenir le négatif nécessaire au fonctionnement. Et alors, après quelques recherches, on repère rapidement où est la sortie du négatif et par qui elle est exploitée. Et il se trouve qu'elle est exploitée par le T6A40, le driver de ligne. Je me suis dit, peut-être qu'il y a une panne au niveau du négatif et que ça peut expliquer notre problème. Donc j'ai été mesurer le négatif qui sortait. Je suis tombé à peu près sur moins 4,3 volts, à peu près de manière stabilisée. Il n'y a pas d'indication, il n'y a rien, on ne peut pas savoir si c'est la bonne valeur. Ça se trouve, c'est du négatif, ok, mais qui, à cause d'une panne, d'une défaillance, ne descend pas assez bas dans le négatif, et donc que ça cause un problème. Mais on n'en sait rien. Donc dans le doute, j'ai été vérifier l'état de tous les composants actifs et passifs constituant ce petit convertisseur DC-DC, et il n'y avait aucun composant qui avait une valeur bizarre ou quoi que ce soit, ce qui laissait penser que le truc était en parfaite condition et que moins 4,3 volts, c'était la bonne valeur. Comme ce petit convertisseur DC-DC est fait avec des composants discrets et pas du tout avec un circuit intégré dédié, puisque c'est un peu un truc à l'ancienne, on ne peut pas du tout deviner facilement, voire pas du tout deviner, quelle tension de sortie le fabricant a prévu qu'il délivre. Et donc on ne sait pas si moins 4.3 c'est bon ou pas. D'autant plus que j'ai été induit en erreur, puisque en regardant une fois de plus la documentation du T6A40, notre driver de ligne, il montre qu'il y a un essai qui est effectué avec entre autres comme condition un négatif qui descend au minimum à moins 8 volts. Alors évidemment avec mes moins 4,3, je me suis dit là on a peut-être un problème. Mais bon, cette hypothèse-là du négatif qui allait pas, j'y croyais moyennement. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'écran LCD,
c'est quand même un défaut qui est très hétérogène. On a des pixels qui noircissent parfaitement, et on a des lignes de pixels qui ne s'affichent pas du tout. Je pense que si on avait un défaut global de l'alimentation négative du panneau, on aurait un truc peut-être un peu pâle, mais certainement pas un affichage aussi hétérogène avec des pixels qui ont un contraste parfait et des pixels qui ne s'affichent pas du tout. Donc cette hypothèse-là, voilà, j'y croyais moyennement. Alors pour essayer de clore définitivement cette idée de négatif qui pourrait peut-être ne pas aller, j'ai décidé de prendre le risque de prendre une pile de 9 volts, raccordée avec une résistance en série pour limiter le courant par sécurité, et de forcer la sortie négative à descendre à peu près à moins 9 volts. Alors, bon, c'était un peu flippant de faire ça, on a peur de claquer un circuit. Ça a fait noircir fortement des lignes, mais en aucun cas les lignes qui n'affichaient plus ne se sont réaffichées. Et puis, en explorant de nouveau la documentation du T6963C, j'ai appris qu'il disposait de bornes test. Donc, c'est des bornes qui, a priori, ne sont pas utilisées par le concepteur de la console et qu'on peut donc forcer au niveau commande, et ça permet de tester l'écran en faisant afficher tous les pixels. Donc ça m'a paru bien sûr très intéressant vu mon problème. Donc j'ai regardé quel niveau de tension il fallait balancer pour la commande, j'ai forcé. Et alors ça a fait noircir des lignes, mais bien évidemment, les lignes qui manquaient depuis le début manquaient toujours. Ce qui finalement laissait penser qu'on avait toujours un problème localisé entre le driver T6A40 et le panneau LCD, ou au niveau du panneau LCD lui-même. Et donc ça continue de nous indiquer que le problème vient finalement de la nappe. Alors bien évidemment, avant de faire toutes ces recherches-là que je viens de vous résumer, j'ai vérifié tout ce qui était tension de bus continu, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de composante alternative anormale sur un bus continu, puisque bien évidemment une composante alternative sur un bus continu peut faire bugger un circuit numérique et expliquer un problème, mais il n'y avait rien de tout ça. J'ai vérifié un peu tout ce qui était résistance, tout ce qu'on pouvait vérifier comme composant, il n'y en avait aucun qui était en défaut. J'ai vérifié aussi la fréquence du quartz qu'on a ici et du quartz qu'on a là-bas pour l'autre microcontrôleur, aucun défaut de composant en apparence. Et puis après toutes ces recherches infructueuses, eh bien j'ai fait un retour à la case départ, c'est-à-dire que je me suis remis à faire, comme au début, des contraintes mécaniques sur la nappe qui amènent les signaux de ligne, alors cette fois de manière beaucoup plus insistante, beaucoup plus longuement, et alors là, par chance, après un très long moment, j'ai enfin réussi à faire réapparaître quelque chose comme une ou deux lignes de pixels qui manquaient. Ce qui a permis de prouver une bonne fois pour toutes que c'était en fait bel et bien depuis le début cette nappe-là qui ne conduisait plus correctement. Par malchance, les restes de cette liaison sont tellement mauvais que c'était très compliqué pour moi de réussir à faire réapparaître des lignes comme ça et à pouvoir montrer que c'était ça la cause du problème. Donc vous voyez finalement comme une panne qui techniquement n'est pas très compliquée, peut tout de même réussir à nous faire perdre un temps pas possible en recherche de panne et parfois même nous faire abandonner. Mais bon, là heureusement que je suis retombé sur mes pattes. Alors maintenant, il va falloir se débrouiller pour remplacer cette liaison. Ça n'a rien d'évident. Alors le côté circuit imprimé pose pas tellement de problèmes parce que si on décolle l'ancienne nappe et qu'on nettoie à son emplacement, on est sûr de trouver en dessous 64 petites pastilles et même si elles sont très fines, on va pouvoir aller y souder 64 petits fils très très fins pour essayer de commencer à se raccorder. Le vrai problème, c'est la liaison avec l'écran, puisque au niveau de la tranche de l'écran sur laquelle on vient se raccorder, c'est pas des pastilles sur lesquelles on puisse aller souder au fer à souder. Non, c'est des espèces de petites pastilles transparentes et conductrices d'électricité. Donc c'est peut-être des couches d'indium, je sais pas, je connais pas la technologie, mais toujours est-il qu'on peut pas aller prendre un fer et souder à l'étain sur ce matériau-là. Et donc pour pouvoir me raccorder, j'ai dû essayer d'imaginer une solution. J'ai commencé par démonter un vieil affichage graphique LCD lui-même en panne, dans l'espoir d'y trouver des éléments intéressants pour ma réparation. Et j'ai pas été déçu puisqu'à l'intérieur, j'ai commencé par trouver une portion de circuit imprimé qui comportait des pastilles dorées à l'or avec exactement le même pas que mon raccordement de ligne. Donc j'en ai découpé une petite portion pour former une fine languette que vous voyez ici. J'ai soudé sur cette languette 64 petits fils très très fins. Alors avant de souder, j'avais pris soin de couvrir une partie de ces pastilles avec du silicone blanc qu'on voit ici, donc qui résiste à la température du fer à souder. Le but c'était que la soudure ne se répande surtout pas sur toute la surface des pastilles, mais seulement sur l'endroit où on veut accrocher le fil, parce que je voulais absolument préserver le côté doré à l'or de ces pastilles, puisque la dorure à l'or, ça va être un très bon conducteur, qui ne va pas s'oxyder, et qui en plus est plat. Contrairement à la soudure, qui elle peut s'oxyder, n'est pas forcément plate, et donc risque de ne pas offrir un contact très très fiable au cours du temps.
Ensuite, cet ensemble-là a été renforcé avec de la colle pour tout accrocher puisque c'est très fragile. Donc c'est une colle qui durcit très fortement une fois qu'elle est sèche, histoire de faire bloc. Et ensuite, cet élément-là, je l'ai soudé sur le circuit imprimé d'origine de la console. Donc encore 64 petites soudures très délicates à faire. Et puis à la fin, on vérifie qu'on n'ait pas croisé de ligne, puisque ça m'est arrivé, tellement que c'est fin, on ne voit pas bien. Il faut vérifier aussi par mesure qu'on n'ait pas fait de court-circuit entre deux lignes, puisque même avec une très bonne vue, on a du mal à voir qu'on n'a pas fait de court-circuit sur des pastilles avec des pas aussi fins. Et puis ensuite, pour faire l'intermédiaire entre le morceau de circuit imprimé rajouté et l'écran vert, j'ai utilisé un fragment de connecteur élastomère récupéré sur le même écran en panne. Alors je ne l'ai pas utilisé tel quel, ça aurait été beaucoup trop épais, j'en ai découpé une fine languette à peine un peu plus d'un demi-millimètre d'épaisseur, puisque je ne pouvais pas permettre d'avoir un truc trop épais à l'intérieur, ça m'aurait empêché de refermer le carter de l'écran et carrément empêché de refermer le boîtier entier de la console à la fin. Donc voilà pour le principe. En pratique, c'est très minutieux à faire, ça prend un temps pas possible. Il faut vérifier que lignes et colonnes soient bien alignées une fois qu'on replace le carter. Il faut savoir aussi que pour avoir de bons contacts électriques avec les connecteurs élastomères qui sont des choses souples, il faut obligatoirement exercer dessus une certaine pression. Sauf que dans le cas de mon raccordement de ligne, qui n'a pas été prévu à l'origine pour être fait avec un connecteur élastomère, il se trouve que dessous, c'est du vide. Et donc je ne pouvais pas me permettre d'écraser excessivement le verre pour avoir un bon contact. Ça aurait risqué de le casser. Et donc, avant de refermer le carter métallique par-dessus l'écran, j'ai disposé sous le raccordement de ligne un lit de colle, donc une colle qui reste particulièrement dure une fois qu'elle est sèche, pour faire office de support résistant. Et puis une fois qu'elle avait effectivement durci, là cette fois, j'ai refermé le carter avec des cales en plus, et j'ai pu effectuer une certaine compression de l'écran, sans risquer de le casser, pour avoir tous mes contacts électriques assurés. Et puis après toutes ces heures d'effort, j'ai enfin récupéré toutes les lignes et les colonnes de cet afficheur. Alors il faut savoir que ça n'a pas marché du premier coup, il y a toujours un faux contact qui nous joue des tours, mais à la fin ça a quand même fini par marcher. Alors à ce stade, j'ai entièrement remonté la console, elle affiche parfaitement, j'ai pu entrer sans problème dans les menus de configuration. Donc j'ai fait une configuration de base de ce variateur, j'ai découvert qu'il fonctionnait très bien lui aussi. Ce qui va me permettre de terminer cette vidéo en vous montrant le variateur en fonctionnement grâce à ce moto-réducteur équipé d'un moteur asynchrone triphasé. Voilà, donc tout est branché, il ne me reste plus qu'à envoyer un ordre de marche au variateur en branchant cette entrée et le moteur s'élance. Alors très lentement puisque j'ai réglé de mémoire une rampe d'accélération de 6 secondes. Voilà, donc on va terminer avec un commentaire technique concernant l'alimentation de ce variateur. Donc c'est un variateur qui est conçu pour être alimenté exclusivement en 400 volts triphasé, donc que je n'ai pas chez moi, je n'ai que le 230 monophasé. Et alors pour pouvoir l'alimenter donc ici, ça demande un petit peu de réflexion. Il y a plusieurs solutions possibles, celle pour laquelle j'ai opté c'est de lui balancer 400 volts, non pas triphasé mais monophasé, c'est ce qui arrive en ce moment. Alors première question, pourquoi ça marcherait? Et deuxième, comment je les obtiens puisque c'est pas le tout. Alors pourquoi ça marcherait? Et ça marche puisque c'est ça qui fait tourner le variateur en ce moment. Alors il faut se rappeler que le premier étage de conversion d'un variateur à entrée triphasée, c'est un redresseur à 6 diodes suivi de condensateurs qui lissent et qui permettent d'avoir du continu. Et en pratique, donc le triphasé rentre, il est redressé puis filtré lissé, ce qui donne à peu près 566 volts continu. Et donc le variateur ne se préoccupe pas en fait que ce soit de l'alternative qui rentre, lui il exploite en fin de compte 566 volts continu. Et que l'on balance à l'entrée de ce pont 400 volts triphasé ou monophasé, ça donne toujours en sortie au niveau des condensateurs 566 volts continu. Donc voilà pourquoi ça marche. Alors maintenant, comment j'obtiens ces 400 volts alternatifs monophasés? J'utilise le transformateur d'isolement réglable en tension fait maison que je vous avais présenté il y a quelques temps, que voici en service. Alors ce que je fais, c'est que je règle la sortie qui fournit la tension isolée sur 170 volts. Et puis ensuite, je raccorde le vrai sélecteur 230 volts en série avec le secondaire isolé réglé sur 170. On a une chance sur deux que les deux tensions soient en phase, on fait en sorte qu'elles le soient. Et à ce moment-là, addition des deux tensions alternatives en phase, on peut additionner les valeurs efficaces. 170 plus 230, ça fait 400 volts alternatifs. Et on donne ça à l'entrée du variateur. On fait quelques réglages pour pas que ça fasse de bug. Et il y voit que du feu, ça fonctionne parfaitement. Et ça fonctionne en ce moment.
Alors bien évidemment, comme il nous manque en sortie de redresseur 4 alternances sur 6 avec ce monophasé, eh bien on ne peut pas du tout exploiter le variateur à pleine puissance, c'est normal. Mais c'est quand même une solution qui est très intéressante quand on n'a pas la bonne alimentation chez soi pour pouvoir faire des essais de variateur de fréquence triphasé en puissance réduite bien évidemment, mais ça permet de s'assurer par exemple qu'il fonctionne après une réparation comme c'est le cas en ce moment. Voilà. Et puis je tenais à terminer en faisant remarquer que c'est du vieux matériel, mais que je trouve personnellement particulièrement bien construit au niveau mécanique et très bien fourni en fonctionnalités accessibles dans la console. Il est fabriqué en France et que malgré ses 20 ans d'âge, même si ça ne veut pas dire 20 ans de service, eh bien il fonctionne toujours parfaitement. Voilà, à bientôt!